Je remercie Mathieu Valette pour cette invitation. Je lui ai proposé le présent titre, mais je me suis aperçu dans la préparation de la conférence que j'avais ouvert une boîte de Pandore. Le diable était vraiment dans les détails. Je vous livre l'état de ma recherche sur le rôle de la modélisation des notions de corpus et de texte dans un contexte informatique. Ça y est. Pas de problème. La notion de corpus et son contenu, en l'occurrence des textes, est aujourd'hui traversée du conflit interne qui oppose des grands paradigmes épistémologiques contemporains, entre autres l'herméneutique et l'empirisme. Et ceci est encore plus évident quand ces notions sont utilisées dans des projets qui introduisent l'ordinateur. Les définitions classiques de ces notions de corpus et de texte partagent au moins trois propriétés sémantiques importantes. Un corpus est un regroupement fermé d'éléments. Ces éléments sont habituellement des artefacts signifiants, tels par exemple des textes, mais ça pourrait être autre chose. Un corpus est normalement utilisé dans des contextes de connaissances de type scientifique. Voyons maintenant comment la philosophie contemporaine des sciences nous aide à mieux cerner les rôles épistémiques et le statut épistémologique de ces notions lorsqu'elles sont utilisées dans des projets informatiques. Pour certains philosophes, la science ne peut pas être vue uniquement comme une théorie formalisée, axiomatique et validée par l'expérimentation. Cela ne correspond pas à des pratiques scientifiques réelles. Mais la science n'est pas non plus uniquement un ensemble d'intuitions et d'interprétations subjectives non vérifiables. Pour ces philosophes, la science est avant tout un processus cognitif complexe réalisé dans des pratiques concrètes qui utilisent des médiateurs épistémiques appelés des modèles qui, eux, expriment différents points de vue sur l'objet d'étude. Le génie logiciel adoptera cette vision. Il proposera que tout projet informatique soit construit selon cette vision modélisatrice. Et pour être plus précis, on en distinguera au moins 4 grands types qui deviendront classiques, à savoir le modèle conceptuel, formel, computationnel et physique. Chacun de ces modèles sera nécessaire et présentera une signature propre. Enfin, ils seront tous interreliés et aucun ne pourra être confondu avec un autre. Et si un seul est éliminé, le projet informatique s'effondrera. À titre d'exemple, prenons un projet informatique du jeu de tic-tac-toe. On y trouvera ces 4 modèles. Le modèle conceptuel conceptualisera les multiples composantes de ce jeu qui vont de la structure des traits au placement des symboles, des tours de passage, aux stratégies des joueurs, des règlements à la motivation des joueurs. Le modèle formel ne retiendra de toutes ces conceptualisations uniquement celles qui vont être des composantes spécifiques, telles par exemple les positions, les symboles 0,1, les règlements. Ce sont elles qui recevront une formalisation mathématique. Le modèle computationnel traduira certaines de ces formalisations en des algorithmes et programmes. Enfin, un modèle physique les implémentera dans des technologies électroniques comme par exemple des tablettes, des ordinateurs, du nuagique. Il en va de même pour un projet informatique qui manipulera un corpus de texte. Ce projet exigera aussi au moins ces 4 types de modèles. Nous les analyserons maintenant plus en détail, mais nous centrerons surtout sur les 3 premiers. Commençons par le modèle conceptuel. Pour les chercheurs en sciences humaines, il en est un des plus importants. Il est incontournable, surtout si la recherche intègre l'informatique. Un premier rôle de ce modèle est de conceptualiser les multiples propriétés des corpus et des textes, mais aussi des multiples opérations qui peuvent être lui appliquées. Et cette conceptualisation sera toujours réalisée en regard de la méthode utilisée, des objectifs définis et des divers paradigmes et biais qui imprègnent toujours le travail conceptuel. Voici quelques exemples d'énoncés conceptuels utilisés par d'éminents linguistes pour parler de leur domaine de recherche qu'est la langue. On dit par exemple que la langue est un système de signes, une structure fonctionnelle de faisceaux de classes, un système formel,
un système de règles de production à la pause, une structure combinatoire. Et sur un autre plan, on dira que les significations sont dans nos têtes. Les isotopies contiennent des molécules sémiques constituées de SEM. On remarque que ces énoncés ne sont pas des formules mathématiques ou logiques. Ils expriment dans la langue naturelle les conceptualisations de certaines dimensions de leur objet qu'est la langue. Et malgré leur variété stylistique, rhétorique, logique et métaphorique, ces modèles participent de manière importante à la compréhension du phénomène langagier. Ne fût-ce que pour cette raison, ils sont des constituants essentiels dans une démarche scientifique qui est assistée par ordinateur. En informatique, il existe cependant un autre type de modèle qui est aussi qualifié de conceptuel. Il se différencie du précédent, surtout par son mode d'expression qui sera tantôt semi-formel, tantôt complètement formel. Ce modèle a les mêmes objectifs que le précédent, mais il sert de transition ou de pont entre un modèle conceptuel classique et un modèle formel et dépendra ultimement du modèle computationnel. On dirait souvent que ce type de modèle conceptuel exprime les multiples connaissances dont le système a besoin pour effectuer ses tâches adéquatement. Les exemples les plus connus de ce type de modèles conceptuels sont par exemple les frames, les ontologies, les bases et les graphes de connaissances, le web sémantique, etc. Ces types de modèles sont si importants qu'ils constituent à eux seuls une sous-discipline complète de l'informatique contemporaine appelée la représentation des connaissances. Qu'en est-il maintenant de nos notions de corpus de texte dans ce modèle conceptuel? Malgré ce qu'on pense, la notion de corpus est relativement absente dans les sciences humaines. Elle s'y est introduite très lentement sous l'influence du paradigme empirique et expérimental introduit dans les sciences humaines. Un corpus y est vu comme un moyen de validation dans les méthodes de certaines sciences humaines. Il ne semble pas avoir été des plus utilisés dans le paradigme herméneutique de texte que récemment seulement. Il est un concept plus important parce que vu dans l'ancrage de l'interprétation. Je crois que dans les traits sémiques et l'isotopie sous-jacente à l'expression maintenant classique dans les humanités numériques de herméneutique matérielle, l'expression révèle un effort pour ouvrir un pont entre l'herméneutique et l'empirisme. Mais je doute que la matérialité soit, du moins en contexte informatique, la meilleure façon de qualifier une herméneutique réalisée en contexte informatique où domine la computation. Dans la linguistique de corpus, une discipline influencée par l'empirisme et l'expérimental, la notion de corpus est définie comme une collection d'échantillons représentant l'usage du language avec une priorité donnée au conversationnel, au communicatif. Ces définitions focalisent essentiellement sur la formalisation, souvent quantitative, la vérification et la validation des hypothèses par un retour au corpus et plus qu'un retour au texte. Le problème de cette définition, la complexité de plusieurs dimensions de la langue, et où la nature sémiotique et sémantique sont en jeu, tels ceux de sens, de signification, d'interprétation, qui ne se donnent pas à voir immédiatement. Dans la tradition d'analyse des données textuelles, le corpus est surtout défini à partir de pratiques linguistiques et littéraires. L'herméneutique y est des plus influentes. Le corpus devient regroupement structuré de textes et où le choix est déterminé par des objectifs spécifiques de recherche et d'interprétation. Le problème de cette définition est le lien que ce type de modèle devra entretenir avec des modèles formels et computationnels par la mise en algorithme du concept d'interprétation n'est pas quelque chose de simple comme un calcul de fréquence lexicale. Bref, dans le cadre informatique, le modèle conceptuel sert à conceptualiser le plus possible la nature d'un corpus et des textes et des opérations qu'on peut leur appliquer. Voici par exemple quelques concepts qui sont relatifs au corpus et au texte et qui seront des composants des énoncés d'un modèle conceptuel.
On voit vite que les énoncés d'un modèle conceptuel peuvent être en nombre infini. La conceptualisation qui sera retenue pour un projet informatique seront qu'une infime partie et elles seront reliées aux tâches spécifiques que le système devra effectuer. Il est certain que le choix fait sera influencé par des paradigmes théoriques ou encore des biais épistémiques souvent non explicités. Par exemple, un linguiste structuraliste conceptualisera un corpus et un texte très différemment du linguiste générativiste et fonctionnaliste. Venons-en maintenant aux trois autres modèles qui sont malheureusement dans tout projet, nécessaires dans tout projet informatique. Malheureusement, le temps ne nous permet pas ici de les présenter en profondeur. Pour comprendre la nécessité de ces trois types de modèles, il nous faut rappeler brièvement ici la thèse de Turing. La formulation classique en est la suivante. Les fonctions calculables sont computables par une technologie physique qui, en l'occurrence, est faite de papier, d'encre et de roues et appelée par Turing la machine A. Si et si seulement si, cette machine peut lire une liste d'automates abstraits que Turing appelait la machine A. En termes plus actuels, nous dirions qu'une fonction calculable et computable par une technologie informatique, la machine B, peut effectuer des opérations si et seulement si elle possède des algorithmes. Bon, ça y est. Bon. Cette thèse de Turing ne s'interprète pas en opposant logiciel et matériel, software et hardware, mais en distinguant les calculables du computable et de l'implémentable. Cette différence se voit bien dans les exemples affichés à l'écran. Les équations mathématiques expriment ici la somme d'une suite arithmétique des n premiers nombres. Celles-ci sont radicalement différentes de l'algorithme pour calculer concrètement cette somme, mais aussi radicalement distinctes d'un ordinateur pour effectuer concrètement cette computation. Elle est aussi bien illustrée par la deuxième équation découverte par le jeune mathématicien Frédéric Gauss. Cette équation retraduit la première équation, mais rend plus facile sa traduction en algorithme. Bourbaki, cependant, nous propose de penser de manière originale le rôle d'une formalisation de type mathématique dans un modèle formel. Sa proposition est très utile pour construire éventuellement des modèles computationnels. Dans cette perspective bourbakienne, une formalisation mathématique est un artefact sémiotique dont le rôle n'est pas de représenter ou refléter la structure d'un domaine, mais plutôt de projeter sur ce domaine des structures mathématiques. En termes métaphoriques, on dirait qu'un énoncé formel est un moyen de lancer un filet de symboles sur un domaine pour capturer ou capter des structures mathématiques qui s'y trouvent. Mais dans un cadre informatique, cette conceptualisation bourbakienne, bien que très riche conceptuellement, ne suffit pas. En effet, ce ne sont pas toutes les relations possibles entre les éléments de domaine qui intéresseront éventuellement un modèle computationnel. Ce seront uniquement celles qui sont des relations de dépendance fonctionnelle au sens mathématique de terme, mais elles doivent être aussi et nécessairement calculables. Et selon la thèse de Turing, ce n'est qu'à cette condition qu'elles pourront être traduites dans des algorithmes et qu'un ordinateur pourra les utiliser pour les computer concrètement. En bref, dans un cadre informatique, les modèles formels et computationnels projettent sur un domaine des structures de relations fonctionnelles calculables dont certaines avaient été exprimées dans le modèle conceptuel. On rejoint ici la thèse de l'objectivation d'un phénomène, non pas en le représentant, mais en projetant sur lui une quelconque configuration, schéma, patron, etc., qui chez Bourbaki sont exprimés dans une formalisation mathématique comme une équation, une formule logique, un graphe dirigé. Dans l'exemple ici, nous avons une équation et un algorithme qui ne représente pas un pendule dans tout ce qu'il est, mais plutôt qui projette sur lui des relations fonctionnelles très spécifiques
entre le temps, la masse et la longueur de la tige. Un modèle conceptuel exprimera dans une langue naturelle ces relations, mais il aura à fournir de nombreux autres énoncés qui participent à la conceptualisation et à la compréhension de ce phénomène qu'est le pendule. Il en sortira un texte. Pour des raisons pédagogiques, nous illustrerons ici ce rôle de modèle formel et computationnel en prenant une formalisation algébrique très simplifiée et synthétique. Un modèle formel contient des énoncés fx qui expriment des relations fonctionnelles entre des éléments x et y. Nous représentons graphiquement cette fonction via une flèche fi glissée entre l'argument x de la fonction et la valeur y de cette fonction. Comme on le sait, la thèse de Church-Turing, que nous ne pouvons pas présenter ici, permet d'établir une relation d'équivalence entre un algorithme et une fonction calculable. Cette thèse nous permet de traduire notre relation fonctionnelle précédente en une opération algorithmique AI qui prend comme intrant X et comme extrant Y. Ces deux schémas simples nous serviront ici pour explorer plus en détail comment ces modèles formels et computationnels modifient la compréhension de la notion de corpus et de texte en contexte informatique. Nous appliquerons ces schémas de fonctions et d'algorithmes sur des traitements informatiques des plus complexes de corpus et de texte, de plus en plus complexes de corpus et de texte. Voici une chaîne d'algorithmes qui produisent d'étape en étape des entités que la littérature informatique appelle très souvent des textes. Un premier algorithme prend en intrant un texte papier contenant des suites de symboles appartenant à une langue naturelle, et elle produit en extrant une séquence de symboles binaires que l'on appelle un texte numérisé. Vient ensuite un deuxième ensemble d'algorithmes qui prennent en intrant ce texte numérisé, mais qui ajoutent des informations et livrent en extrant des séquences de symboles qui, cette fois, sont appelés un texte annoté. Ajoutons d'autres algorithmes à cette chaîne, mais identifions-les cette fois par des équations qui seront mises en algorithme. Ces algorithmes, comme dans les autres cas, produisent en extrant des séquences de symboles, mais dont on ne connaît pas ici la sémantique. Selon les cas antérieurs, ces séquences de symboles devraient aussi être appelées des textes. Mais comme certains d'entre vous le reconnaîtront, la séquence des symboles produits ici par cette chaîne exprime, une fois décodé, l'indice quantitatif très connu appelé le TF-IDF. Celui-ci donne un taux relatif de fréquence des mots par rapport à tous les mots d'un corpus. Se pose alors la question théorique suivante: est-ce que cette séquence de symboles produite par l'algorithme peut vraiment être appelée un texte? Ajoutons maintenant d'autres fonctions qui prennent comme intrant tantôt des valeurs numériques, comme le TF-IDF, tantôt des mots isolés ou des co-occurrences de mots ou des segments de texte dont les extrants sont encore une fois des séquences de symboles, mais que l'on décodera comme des vecteurs et même des matrices. Curieusement, la littérature informatique appelle bel et bien ce type de séquence de symboles une représentation vectorielle de texte ou tout simplement un texte vectorisé. Sur un texte numérisé, annoté, vectorisé, on peut aussi appliquer des algorithmes plus complexes dont l'extrant sera encore des séquences de symboles, mais qui cette fois seront décodés de diverses manières. Selon l'algorithme choisi, cette liste de mots ou groupes de mots ou tout simplement des nombres et qui sont des indices statistiques seront des extrants. Ces types de fonctions et algorithmes produiront toujours une séquence de symboles, mais décodés, on reconnaîtra par exemple une liste de lexèmes, une liste de fréquences de lexèmes type, de la fréquence des lexèmes occurrences ou même de la fréquence des mots co-occurrents
ou encore une distribution de spécificité, de lexème, de motifs, etc. Se pose encore la même question type. Quel type de séquences de symboles sont-ils encore des textes? Des fonctions algorithmiques plus spécialisées peuvent être appliquées à des intrants qui sont des vecteurs et des matrices. L'extrant de ces fonctions sont toujours des séquences de symboles, mais encore une fois décodées, seront des classes, des ensembles, des sacs, des regroupements de mots, de segments, de phrases. On reconnaîtra ici les algorithmes d'analyse de correspondance, d'analyse en composantes principales, d'analyse factorielle, les Cummings, les plus proches voisins, la sémantique latente, le topic modeling et plusieurs types de réseaux de neurones de type particulier, de réseaux de neurones comme les RRN, ARC, etc. Mais ici, on n'osera pas appeler texte, ces séquences de symboles produits par des algorithmes. Pourtant, lorsque décodés, ils seront interprétés souvent comme des textes classiques. Enfin, dans la recherche plus actuelle, on ajoute des fonctions et algorithmes dont les intrants sont encore plus complexes. Ces intrants ne seront plus des mots atomiques ou des contextes de mots co-occurrents, ils sont aussi des vecteurs ou des matrices, mais qui, dans ce cas, seront tantôt des contextes structurés de mots ou encore des phrases, des paragraphes, des chapitres et même des textes entiers. De plus, on ajoutera, même dans certains cas, de l'information sur le locuteur, l'allocutaire, la situation de communication, le genre, etc. Et cette fois, les extrants seront souvent des séquences de symboles, encore une fois, mais qui, dans ce cas, pourraient être appelés des textes parce que lorsque décodés, ils correspondront à des séquences de divers types d'entités linguistiques. Ils seront par exemple des phrases qui tantôt seront des suites de phrases traduites dans une autre langue, des phrases couplées avec des phrases synonymes ou des phrases réponses associées à des questions ou encore des phrases formant un résumé. Ces fonctions et algorithmes qui effectuent ce type de computation sont entre autres les word embedding, le word TUVEC, Elmo, Glow, etc. et encore BERT, qui, avec son encodeur et décodeur, permet de créer des phrases spécifiques à des questions spécifiques. Mais aussi, on utilisera certains types d'apprentissage profond. Mais vu l'ampleur de certains corpus, la multitude des paramètres utilisés, la complexité de l'interaction des algorithmes, l'ampleur de l'apprentissage requis, on voit apparaître maintenant des recherches dont les algorithmes on va voir des recherches qui vont prendre des algorithmes pour simplifier leur travail et en appelleront à des connaissances antérieures telles les ontologies, des graphes de connaissances de l'apprentissage d'appoint. Ceci sera le cœur de ce qu'on appelle le one-shot learning. Pardon. Que pouvons-nous tirer de ces analyses? Et je termine brièvement. J'espère avoir montré que la notion de corpus et de texte qu'utilisent ces quatre modèles ne sont pas tous compris de la même manière. Et si le modèle conceptuel définit le corpus comme un regroupement de textes dont le sens pourra être révélé par divers types d'analyses, mais toujours dans un regard d'objectifs de recherche et de paradigmes théoriques, linguistiques, sémiotiques, cognitifs, psychologiques, philosophiques, etc. Lorsque cette analyse est réalisée dans un cadre informatique, les modèles formels et computationnels voient le corpus et le texte comme divers types de séquences de symboles dont la sémantique n'est accessible que par un décodage dans une langue compréhensible par l'analyste et qui leur veulent leur attribuer des noms de textes, souvent des textes au format très réduit et au contenu sémantique très spécifique, comme le lexique, un syntagme, une phrase, un graphe, un résumé, etc. Je prends ici un exemple rapide. Voici un vieux résultat de notre analyse de concepts de connaissance dans le discours de méthode de Descartes. Il est lisible pour un philosophe aguerri, mais il est classique.
et presque tous les philosophes nous vous diront qu'ils n'avaient pas besoin de l'ordinateur pour trouver le résultat. Il semble cependant pertinent pour les textes au genre relativement ordinaire. Le problème est que les algorithmes classiques laissent tomber les propriétés importantes des textes, leur narrativité, leur structuralité, leurs liens intertextes, etc. Ces derniers types de modèles changent donc la compréhension de la notion de corpus et des textes que les constructeurs que l'on trouve habituellement dans les modèles conceptuels. La notion de texte qu'un linguiste, un littéraire, un philosophe mettent dans le modèle conceptuel ne semble pas le même que celui que l'informaticien utilise dans les modèles formels computationnels, même si ces derniers prétendent qu'il est le même. Je ne lis pas personnellement un texte comme mon imprimante lit un texte, mais j'avoue cependant avoir de la difficulté à saisir exactement où est la différence et s'ouvrent pour moi des questions importantes de recherche qui ne sont pas sans effet sur ma propre pratique concrète de la théorie appliquée à des textes philosophiques. Ainsi, les fonctions et les algorithmes quantitatifs et qualitatifs utilisés dans les modèles formels computationnels permettent-elles des interprétations comme celles que l'on trouve dans les modèles conceptuels? Autrement dit, est-ce que les modèles formels et computationnels opérationnalisent de manière algorithmique les mêmes propriétés des textes que conceptualisent les modèles conceptuels? À l'inverse, est-ce que les utilisateurs comprennent bien les fonctions calculables et les algorithmes qui sont censés opérationnaliser l'énoncé d'un modèle conceptuel d'analyse de texte? Sont-ils explicables? Sont-ils transparents? Pour être synthétique, est-ce que les linguistes, sémioticiens, littéraires et philosophes parlent de la même chose que ce dont parlent les informaticiens quand ils traitent un corpus et des textes? Pour le dire plus simplement encore, est-ce qu'un Foucault, un Ricoeur ou un Rastier parlent d'un texte de la même manière qu'en parlent Salton, Mikolov et Bengio? Merci beaucoup pour votre attention.